Bienvenue dans Conversation Madame Figaro. Aujourd'hui et la semaine prochaine, nous allons parler de livres, de littérature, d'écriture, mais aussi, et sans doute surtout, d'absence, de manque, de deuil. J'ai la joie de recevoir Perla Servan-Schreiber. Bonjour Perla. Bonjour. Comment allez-vous? Mieux. J'imagine, en lisant le livre, en tout cas, on peut se dire que quelque chose s'est sans doute passé dans l'écriture, mais on va Oui, en parler. grâce au livre, je vais mieux. Je vous pose ma question un peu rituelle, celle que je pose à tous mes invités et toutes mes invitées. Ça fait quoi d'être vous en ce moment? Ça fait quoi d'être Perla Servan-Schreiber aujourd'hui, ces jours-ci? Ça fait à la fois un grand, comment? Oh oui, presque un plaisir d'avoir 82 ans, d'avoir attrapé de la vie probablement ce que je pouvais faire de mieux. J'ai fait de mon mieux. Et puis j'ai appris quelque chose, j'ai confirmé déjà une intuition qui est celle que l'amour est la valeur suprême, il n'y en a pas, c'est indépassable. Et puis aussi la deuxième chose, c'est que c'est pas facile de l'apprendre, c'est pas facile d'en être conscient à chaque fois, mais c'est le fait d'accepter ce que la vie vous offre. Accepter, ça arrive au bout d'un certain temps, j'imagine. Il faut laisser du temps au temps. Comme Pour dirait. tout d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est... Moi j'ai un maître qui est Swamiji Prajnanpad, qui était, comme son nom l'indique, indien. C'était un sage, il est mort en 1974, je ne l'ai jamais rencontré, mais c'était un sage indien qui avait comme particularité d'être psychanalyste aussi. Il avait donc une approche voilà, de l'existence que sa double sagesse, si je puis dire, lui a permis de transmettre avec une grande simplicité. Et il résumait le fait de vivre le mieux possible en disant que vivre, c'est l'acceptation joyeuse de la réalité. Et je crois que respecter le réel, qui est de toute façon plus fort que vous, être joyeux, quoi qu'il arrive, essayer de laisser la joie percer, même dans le chagrin le plus terrible, et puis d'accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Vous avez parlé d'amour et comment on apprend finalement que c'est une valeur, ou en tout cas un sentiment, ou quelque chose de cardinal. Comment vous y êtes arrivé? Est-ce que, de la façon dont vous dites, j'ai l'impression que c'est récent, que c'est une... comment dire? La constatation. La constatation. Mais c'est-à-dire ce qui est récent, c'est de continuer à en avoir la preuve et la certitude à mon âge, donc à 82 ans. Mais l'intuition était là très très tôt, vraiment. Donc c'est simplement la confirmation dans tout ce que l'existence vous offre, que ce qui vous donne la force et la joie d'exister, c'est d'aimer. C'est quelque chose qui traverse évidemment tout votre livre. Parce que vous venez d'écrire ce livre qui s'appelle « Vivre après toi », qui est une réflexion sur la disparition de votre mari. Et on sent évidemment tout l'amour, et vous retracez en quelque sorte les fils vers depuis le début de l'amour jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné envie? On dirait un journal intime, évidemment, il y a des dates, etc. etc. Mais qu'est-ce qui donne envie finalement de construire ce récit-là? Et qu'est-ce qui donne envie de le publier, de le donner? Vous avez raison de faire la différence entre le construire et le publier. Ce livre est né d'un journal que j'ai tenu, sans que ce soit forcément tous les jours,
dès le lendemain de la mort de Jean-Louis, qui a été l'homme de ma vie pendant 34 ans. Et ce journal finissait par devenir assez intense et énorme, puisque je l'ai tenu pendant 2 ans. Pourquoi je me suis arrêtée au bout de 2 ans, je ne le sais pas, mais je me suis arrêtée. Et puis, je l'ai mis de côté. Et j'ai la chance d'avoir une collaboratrice qui garde précieusement tout ce que je lui remets, alors que moi, je peux oublier, jeter, perdre. Et voyant que véritablement, j'étais en quête d'un sujet de livre, pas forcément sur ce sujet, mais je me disais, il faut que je m'y remette, ça va me faire du bien de me lancer dans un projet. Et elle m'a dit, mais pourquoi vous ne jetez pas un œil sur ce journal? Effectivement, le journal était immense, mais je me suis dit, après tout, si ça peut aider ne serait-ce qu'une seule personne qui traverse la même chose que moi, et il y en a sûrement plus d'une, eh bien ça vaut la peine d'essayer, en tout cas. J'ai donc essayé, mais pour ça, il fallait vraiment mettre de côté complètement, enfin jeter plus de la moitié, les 2/3 de ce qui était écrit, pour que, parce que je ne le ressentais plus de la même manière, et qu'il m'appartenait de l'écrire à un temps T, qui était effectivement quasiment 5 années, en tout cas 4 années après sa mort, où les choses bien sûr évoluent, où le chagrin est identique, mais où la joie, qui par chance, parce que je suis née joyeuse, a toujours réussi à percer le chagrin depuis le premier jour, grâce à une famille magnifique que j'ai, 2 familles, et grâce aussi à des amis, ô combien précieux, pour faire ce chemin. Puis après, il fallait décider de le publier. Ça, c'était encore une autre affaire. C'est une autre question, oui, de décider de livrer ça. C'est-à-dire que même après avoir élagué... Oui, de décider de le publier. C'est là que la rencontre avec un éditeur, et que je remercie vraiment d'avoir eu la patience et l'élégance, enfin, de comprendre ma difficulté à le publier. Mais j'ai essayé de lui dire que très sincèrement, je ne savais pas encore si j'allais le publier, mais je sais en tout cas que je vais faire de mon mieux pour l'écrire. Et de m'avoir accompagnée avec cette confiance a fait que j'ai finalement décidé de le publier. Vous avez élagué, édité, comme on dit, enlevé des choses, et vous avez réécrit. Vous avez beaucoup réécrit. Oui, beaucoup réécrit, non pas dans l'émotion ou l'expression, mais dans la langue. Dans la langue, tout simplement, bien sûr, parce qu'évidemment, un journal écrit dans le désordre, dans un chagrin fou, Vous voyez, le but, c'était pas de faire pleurer dans les chaumières, le but, c'était de montrer qu'il y a des petites choses qui bougent et qu'il est important de les saisir et de se remettre en marche. Quelle exigence vous aviez par rapport aux mots, par rapport à la littérature, par rapport à vous-même? Là, vous dites, évidemment, vous aviez envie de transmettre, mais on sent que l'écriture, elle a une forme d'exigence. C'est-à-dire, il y a une forme quasiment de... Elle aussi entre le fait de transmettre de la joie, parce qu'on sent ça dès le premier jour de sa disparition, mais aussi entre une forme aussi un peu de neutralité quasiment dans l'écriture, c'est-à-dire de ne pas faire trop d'emphase. C'était certes une intention, mais ça y était déjà. Parce que ça fait partie de... C'est pas le premier livre que j'écris, bien sûr que ce livre ne ressemble à aucun autre, bien entendu. Aucun, bien entendu. Mais il y a en tout cas ce souci, quand j'écris,
d'être le plus concise possible, même si je n'y arrive pas toujours, parce qu'il ne faut pas oublier mon origine orientale. On va en parler tout à l'heure. Donc j'essaye quand même de faire du maigre. On sent la journaliste plutôt que l'orientale. C'est-à-dire qu'on sent la profession. Donc là, j'ai beaucoup lu de textes, beaucoup eu à en écrire, mais il y a aussi peut-être avec le temps, il y a ce désir d'aller au plus juste. Je n'y arrive pas toujours, bien sûr, mais c'est vraiment l'objectif premier. Vous avez lu L'année de la pensée magique de John Didion? Ah oui. Ah oui, plusieurs fois, peut-être 3 fois. Oui. Peut-être 3 fois, je l'ai lu. Et c'est le livre, je précise, c'est le livre qu'elle a écrit après le décès de son mari. Oui, bien sûr, après le décès de son mari, sous ses yeux. Sous ses yeux. En prenant son dernier whisky devant elle. J'imagine ce que ça doit faire. Moi, Jean-Louis était à l'hôpital. Et oui, vous le racontez très délicatement. J'essaye de le raconter le plus délicatement du monde, parce que c'est juste quelque chose qui se passe finalement très vite, et d'ailleurs dont je n'avais absolument pas conscience sur le moment. J'ai mis du temps pour comprendre qu'il était mort. C'est très étrange. Je suis désolée de dire une chose pareille à un âge avancé, mais je ne parvenais pas à réaliser véritablement qu'il n'était plus là. Je vous propose de regarder une photo. Nous avons envoyé une photo, on va la regarder, on va voir ce que ça ranime, ce que ça ramène. Oui. On regarde la photo. Oh là là, le plus beau sourire du monde, il avait. Racontez-nous un peu cette photo. Alors cette photo, c'est le jour de notre mariage, vous voyez, je suis quand même tout à fait déguisée, et lui aussi. Mais cet homme qui a pourtant eu un premier couple qui a duré 20 ans, qui était une très jolie histoire avec... Il s'est marié à 20 ans, vous le racontez. Oui, il s'est marié à 20 ans, avec 4 enfants, et qui me rencontrait donc après son divorce, a eu envie d'un mariage fou, c'est-à-dire de 4 cérémonies. Bon, ok. Celle-ci était une cérémonie, en tout cas c'est le jour de la cérémonie religieuse à Marrakech, où je n'ai jamais vécu. Moi j'ai vécu à Fès, mais il n'y avait plus de synagogue à Fès en état de fonctionnement, parce que les Juifs sont partis de là-bas, et il en restait quand même et à Casablanca et à Marrakech. Donc là, on sort de, je sais pas où, mais je crois qu'on sort de la synagogue. Oui, on sort de la synagogue et de la bénédiction. Et voilà. C'était ce jour-là, c'est-à-dire le 9 mai 1987. Et donc, j'ai la joie d'être mariée avec cet homme depuis maintenant 39 ans, parce que quand la mort n'empêche ni d'aimer, ni de continuer à vivre avec, je vis encore avec lui, sans lui. Tout le livre, en tout cas, c'est ce que j'ai cru en lire, ne parle que de ça, ne parle que du compagnonnage constant. Et vous vous adressez à lui. Oui. Et à un moment, on se demande, est-ce qu'elle parle à son fantôme? Est-ce qu'il est encore là? Est-ce que c'est l'esprit? Il y a vraiment ce sentiment que l'esprit est encore là. Je vous remercie de l'avoir perçu, parce que la chose la plus difficile pour moi à accepter, ça a été effectivement cette fréquentation continue de quelqu'un qui a disparu, qui est mort. Or, il est toujours là. C'est une présence-absence, ou peut-être une absence-présence, je ne sais jamais dans quel sens le dire, tant les deux sont mêlés, mais c'est terrible à dire, c'est terrible. Mais en même temps, moi, aujourd'hui, qu'il ait accepté, je trouve ça formidable. Voilà, de pouvoir continuer à lui parler,
Alors certes, il ne me répond plus, mais je sais qu'il est là. Je vous propose d'écouter un peu de musique. On va voir si ça vous parle, si la musique vous parle. On écoute. J'ai beaucoup de musique avec lui ou c'était... Pas du tout, sauf de façon évidente, puisqu'il écoutait de la musique tous les jours. Et toute la journée, toute la musique. Vraiment, il écoutait de la musique en écrivant, en travaillant. Vraiment, c'était quelque chose qui avait une place essentielle dans sa vie. De la musique classique à 95%. Mais aussi des musiques singulières, comme la musique indienne. Enfin, vous voyez, il allait chercher de ce côté-là, de la musique andalouse. Voilà, il avait aussi cette curiosité. Et d'ailleurs, même la musique indienne, il y avait des ragas qu'il écoutait et qu'on écoutait, oui, bien sûr. Évidemment, moi, en face de ça, je suis plutôt Dylan. Ah oui. Et Paul Naref. D'accord. Pour dire, non pas ma jeunesse, mais je les trouve toujours aussi merveilleux. Enfin, Dylan, c'est pas par hasard qu'il a eu le Nobel, mais il m'accompagne encore tous les matins, Dylan. Ouais. Qu'est-ce que vous aimez de Dylan? Oh, qu'est-ce que je peux aimer, c'est... Il faut dire que les paroles, déjà d'avoir pensé à écrire quelque chose en disant « like a Rolling Stone », je veux dire, lui qui était un géant, voilà, et qui parlait d'autres géants, et notamment de l'un d'entre eux. C'est tout est magnifique. Vraiment, j'aime tout de chez Dylan. Il n'y a pas un morceau que je n'aime pas. Et puis alors maintenant que Spotify existe, j'avoue que j'écoute beaucoup en promenant ma chienne le matin et je la promène assez longuement. Ah oui, vous passez beaucoup de temps avec la musique? Donc, non, pas beaucoup. Pas beaucoup. Je me rends compte que, en fait, je privilégie toujours le silence. Oui. Et l'absence, c'est le silence. Hein. C'est donc ça aussi, tout comme la liberté. La liberté? Ah oui, mais c'est vrai que vous vouliez que je lise un texte. Non? Vous m'avez demandé d'apporter. Oui, il est dans mon sac. Voilà. C'est ça aussi. Hein. La liberté, c'est apprendre à vivre aussi avec le silence et finir par l'aimer. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup être seule. Oui. Beaucoup. Alors que j'aime énormément, bien sûr, les rencontres et la compagnie de tout ce que j'aime. Mais je suis très heureuse quand je suis seule. Oui. Vous le dites dans le livre, c'est-à-dire que c'est lui qui voulait, qui vous a demandé de venir habiter avec lui. Oui, oui, oui. Au début. C'était tout à fait ça. Oui, oui. Il y a quelque chose d'assez charmant quand même. Mais très, très délicieux. Mais il était, je dirais que si je devais le caractériser, en tout cas dans ce qu'il représentait pour moi, c'est que cet homme était craquant. Il avait de l'humour, il avait du charme, il avait cette timidité que souvent d'autres prenaient pour de la suffisance, mais il avait beaucoup de réserve, Jean-Louis. Oui, il avait beaucoup de réserve et beaucoup d'humour. On écoute un autre morceau. Oui. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. La pluie les a soudés, semble-t-il, l'un à l'autre. Comment vous savez que j'adore Brel? Ils sont plus de 2000 C'est ma et je ne vois génération. que deux. C'était quelque chose comme ça. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime. Elle doit Ce lui morceau dire s'appelle je Orly. t'aime. Et c'est sur son Je crois dernier qu'ils album. sont en train de ne rien se prendre. L'album qu'il a enregistré quand il était malade. Il s'appelle Les Marquises. Aux Marquises, oui, j'allais vous dire. Oui, ça s'appelle Les Marquises. L'album s'appelle Les Marquises. En fait, il vivait aux Marquises, mais il venait à Paris l'enregistrer. Plus de 2000 Il a enregistré et je ne vois que Avenue deux. Hoche, puisque les studios étaient Avenue Hoche.
Vous parlez de la comment violence, il pleure, il pleure à gros bouillons, oui, tout entouré j'ignorais. qu'ils sont Voilà. Merci en tout cas. Et c'est aussi un morceau qui parle d'amour et de la singularité, c'est-à-dire qu'il observe, il est à Orly, il observe tous ces couples, tous ces gens, puis il y en a deux, et il observe leur singularité. J'ai les textes de toutes ces chansons, puisque ça a été publié, Oui. et c'est absolument magnifique à lire. Vraiment magnifique. Enfin, c'est comme si on lisait Apollinaire. Enfin, je veux dire, il y a une puissance et il sait vous toucher, mais au plus profond de vous. C'est comme s'il vous avait rencontré et qu'il avait composé une chanson pour vous, avec vos propres émotions les plus intimes. Ah oui, c'est magnifique. Puis ces gens, non seulement ils ne vieillissent pas, mais ils ne meurent pas. Magnifique. Oui, ça reste bien sûr, bien sûr. Ce sont quasiment des compagnons de vie aussi. Bien sûr, c'est des compagnons de vie éternels. Mais d'ailleurs, ce livre m'a permis de réfléchir sur ce que ça signifiait. Mais c'est vrai qu'on est de passage sous cette forme-là. Vous croyez aux Après, je ne esprits sais pas. Vous croyez aux esprits? Non. Tel que, vous voyez, quand avec l'acception qu'on donne à ce mot, non. Je ne crois pas aux esprits. Mais j'ai la foi. Oui. Donc c'est une autre forme, vous voyez, de croire à l'après. Je vous propose de regarder des mots. Les mots vont s'afficher et je vous demande de réagir aux mots, à ce qu'ils font penser. Le premier mot, écriture. Oh! C'est quelque chose qui vous a tenu toute votre vie, en quelque sorte. Je n'y ai jamais pensé jusqu'à ma rencontre avec Jean-Louis, en tout cas d'écrire. Vous voyez, c'était... Mais ça n'est pas du tout que j'en ai rêvé ou que je me l'interdisais. Pas du tout, c'était pas du tout dans mon champ, ni dans mes projets, ni dans mes rêves. D'ailleurs, j'ai pas beaucoup rêvé dans ma vie, je dois reconnaître. Ah bon? Non. Vous ne rêvez pas? J'ai rêvé la nuit, ça oui. Depuis des dizaines d'années, je ne dirais pas que je ne rêve plus, mais je ne me souviens plus d'aucun de mes rêves. Des dizaines d'années. J'ai beaucoup rêvé, mais peut-être que 10 ans de psychanalyse ont un peu usé tout ça. Mais c'est vrai que je le relis, enfin la fin de la mémoire de mes rêves, je le relis à la fin de l'analyse, oui. C'est vrai. Ah oui. Le mot suivant, maison. Vous parlez de maison, vous parlez de chez vous, vous parlez... Oui, alors la maison, ça c'est un mot de tout un chacun, bien entendu, mais ça c'était une chose essentielle pour Jean-Louis. Jean-Louis aimait être dans sa maison, dans ses maisons. Moi, je n'ai jamais eu le goût de la maison. J'ai le goût de tout ce qui est de passage. C'est pourquoi ma passion pour l'hôtel est immense. Et j'ai dû m'habituer à ce luxe qui est celui d'avoir une maison de campagne, je veux dire. La sienne était en Provence. Évidemment, comme il a passé toute son enfance et son adolescence dans l'humidité normande, il n'a eu qu'une seule obsession, c'était d'aller au soleil en Provence. Aller vers la chaleur. Voilà, donc la maison est évidemment merveilleuse. C'est son œuvre, hein, j'en parle à mon aise. C'est totalement son œuvre et c'est tout à fait essentiel. Mais une maison, c'est un poids. Est-ce que le goût du passage et le fait de sentir la maison comme un poids, est-ce que ça vient aussi du fait d'être né ailleurs? Je crois que ça, en tout cas, c'est une singularité. On ne vit pas la même vie quand on a vécu au moins dans 2 pays de cette façon-là. Dans 2 cultures surtout, c'est pas 2 pays européens. Enfin, j'ai vécu au Maroc, je suis née au Maroc, j'ai aimé le Maroc et tout ce que le Maroc m'a offert. Et je dirais d'abord la lumière, ensuite les saveurs, les odeurs, les épices et la mer. Le mot suivant, mélancolie.
Est-ce que vous êtes très mélancolique ou pas du tout? Je crois pas, non, je ne le suis pas. Mais j'aime beaucoup ce mot. D'abord, je le trouve, je sais pas, il chante ce mot. Ces 4 syllabes comme ça, c'est un mot magnifique. Mais je ne suis pas mélancolique, non. Les choses, je suis beaucoup plus quelqu'un du présent, même si tout ce que je viens de vous dire à propos de Jean-Louis, c'est de... D'ailleurs, je ne revis pas des temps avec lui que j'ai vécus. Je suis en train de le réaliser en vous parlant. Je lui parle aujourd'hui. Oui, vous le vivez au présent. C'est l'impression du livre aussi. C'est-à-dire que c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous discutez avec quelqu'un qui est encore là, même si son corps n'est plus là. Sauf qu'il ne me répond pas. Mais c'est tout. Il y a beaucoup de vivants qui ne répondent pas. La grande faiblesse des humains, c'est de parler. C'est ça. De parler d'abord. Oui. Mais c'est très joli, mélancolique. Le mot suivant, qui est aussi le dernier mot, question. Est-ce qu'il y a une question que vous vous posez? Est-ce qu'il y a une question qui vous reste à l'esprit? Quelque chose qui vous traverse en permanence? Je me suis longtemps posé la question concernant Jean-Louis pour savoir s'il était enfin tranquille. Et si enfin il devenait libre de ses mouvements. Parce que la maladie qu'il a eue les 2 dernières années l'ont privé de son équilibre et donc de son autonomie. Ça, c'est une question que je me pose. Mais par contre, ce qui est extrêmement agréable d'observer, en tout cas dans mon vieillissement, c'est qu'en gros, je n'ai plus beaucoup de questions, mais celles qui me restent, je n'en attends pas de réponse. La vie est pour moi devenue quelque chose de plus simple et qui alterne entre des mystères et des miracles. On va s'arrêter pour le moment sur ces mystères et ces miracles et on reprend dans la deuxième partie de notre interview. Merci. Merci de nous avoir suivis jusque-là et on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre entretien. À la semaine prochaine. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que 2. Et je les sais qui parlent. Il doit lui dire je t'aime, elle doit lui dire je t'aime.